Par définition, le ciel est grand, très grand. Mais à l'approche des aéroports internationaux, l'espace aérien se réduit alors que le trafic augmente. À cet instant, la sécurité tient d'abord au respect des consignes, à la fiabilité des équipements et à la rigueur des contrôleurs et des pilotes. Saoudi 763, on maintient le 140. Kazakh 19-0. Une défaillance dans un ciel où des machines de plusieurs centaines de tonnes se déplacent à 300 km/h peut facilement mener au drame. Voici l'histoire des vols Saudi Arabian 763 et Kazakh 1907. We are in an emergency. Nous sommes le 12 novembre 1996 à l'aéroport Indira Gandhi de New Delhi. La capitale de l'Inde compte 250 000 habitants et se situe dans le nord du pays. C'est l'un des principaux accès aériens au sous-continent indien. Occupé? Vicky Dutta est contrôleur aérien et ce jour-là, il prend son service en fin d'après-midi. Le responsable des contrôleurs était là. Il y avait aussi un collègue assis à côté de moi pour m'assister. C'était un début de soirée tout à fait normal. Mais un trafic normal à Indira Gandhi signifie toujours un trafic dense. Depuis l'ouverture en 1990 du ciel indien à la concurrence étrangère, les accords signés entre l'Inde et plusieurs pays ont permis à de nombreuses compagnies aériennes de desservir New Delhi. Avec comme conséquence une augmentation très importante du trafic aérien. Et donc de la charge de travail des contrôleurs. La politique de ciel ouvert a agi comme un catalyseur sur la croissance du trafic aérien. Le volume du trafic a augmenté. Il est passé, je dirais, d'environ 175 mouvements à 225 mouvements par jour. On doit être performant. Pendant un temps donné, on doit être performant. Donc, qu'il s'agisse de gérer 10 ou 20 avions, pendant ce temps donné-là, on est obligé d'assurer. Quelques minutes après 18 h, le vol 763 de la Saudi Arabian décolle à destination de Dharan, en Arabie Saoudite. Train rentré. Train rentré. Dégagé à gauche. Sur ce tronçon de vol, le commandant Khalid El-Shabali assure le pilotage du 747, alors que son copilote, Nazir Khan, s'occupe entre autres des échanges radio. À bord, outre l'équipage, on compte 289 passagers, pour la plupart des Indiens allant travailler au Moyen-Orient. Saudi 763, Gandhi Tour 03, contact radar unité 27, décimale 9. La phase propre de décollage est suivie par le contrôleur installé au sommet de la tour. Mais dès la montée vers l'altitude de croisière, l'équipage change de fréquence. 279, bonjour. Et il contacte l'approche. Le vol va alors être pris en charge par un nouveau contrôleur, en l'occurrence Vicky Dutta. Lui se trouve face à son écran de contrôle dans une pièce sans fenêtre. Les contrôleurs d'approche assurent la sécurité des vols pour les appareils volant dans un rayon de 110 km autour de l'aéroport. Normalement, le contrôleur d'approche est responsable des arrivées et des départs des avions qui sont guidés en toute sécurité et le plus rapidement possible vers l'approche finale. Au moment de la prise de contact du 747 de Saudi Arabian, Vicky Dutta gère déjà 5 vols, soit à l'arrivée, soit au départ de Delhi. Son travail principalement est de faire respecter les distances de sécurité entre les avions sans causer de retard pour les vols. On est en communication permanente avec la tour qui gère le trafic au sol. Quand un avion est prêt à décoller en avance, la tour peut nous demander de le caser entre deux vols. C'était des trucs qui se faisaient à l'époque.
Saudi 763, nous approchons le niveau 100. Reçu, montée niveau 140. Autorisé au niveau 140, Saudi 763. Au même moment, un avion cargo de l'US Air Force est en phase d'atterrissage. Et bien qu'il s'agisse d'un vol militaire américain, il est malgré tout sous la responsabilité de Vicky Duta. Que nous avons eu 3 ou 4 échanges avec le contrôleur qui vérifiait notre altitude ou la confirmait tout en nous donnant les informations sur le trafic environnant. Saudi 763, On approche du 140. Le vol 763 de Saudi Arabian vient d'atteindre son altitude assignée de 14 000 pieds. L'équipage demande maintenant à monter à son altitude de croisière. Reçu, maintenez 140. Tenez-vous prêt pour monter. Pour gérer le trafic entrant et sortant de sa zone, Vicky Duta veut maintenir le 747 en palier. Saudi 763, on maintient le 140. Le contrôleur est également préoccupé par un autre appareil en approche pour l'aéroport Indira Gandhi. Il s'agit d'un vol de Kazakhstan Airlines. L'appareil est un Ilyushin 76. Conçu dans les années 70 par les soviétiques, le modèle fut décliné en versions militaires et civiles et de nombreux exemplaires sont encore en exploitation de nos jours. Le contrôleur veut que l'Ilyushin passe au-dessus du 747 de Saudi Arabian avant de donner à ce dernier l'autorisation de monter. Ils devaient conserver 300 mètres d'écart vertical entre eux. Kazakh 10907. Nous atteignons le 150. 46 nautiques de Delta Papa Novembre. Reçu, maintenez 150. Trafic identifié à 12 heures. Saudi Boeing 747. Le contrôleur prévient les Kazakhs de la présence en dessous d'eux du 747 saoudien. Les équipages ne disposent pas d'un écran radar pour détecter les autres appareils à proximité. Les pilotes doivent donc s'en remettre au contrôle. Maintenons 150. Kazakh 10907, je vous rappelle. Combien de nautiques? Tous les appareils réglés sur la fréquence d'approche entendent les échanges radio avec le sol. Combien de nautiques? On est à 8 nautiques. On volait uniquement en mode visuel et à partir des seuls messages radio, on devait saisir la position et les intentions des autres avions. Le trafic est à 8 nautiques au niveau 140. Soudain, une terrible explosion embrase le ciel. Tout à coup, à travers le pare-brise à droite de l'avion, un nuage s'est littéralement illuminé. C'est un tir de missile? J'ai cru que c'était des missiles qui tourbillonnaient en vrille, comme des bouchons lancés à toute vitesse, et qui se dirigeaient droit sur nous. On a tout de suite cherché à s'éloigner jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'en fait, ils ne venaient pas sur nous. Le 747 de la Saudi Arabian est engagé dans un plongeon mortel. Delhi, ici 18-15. 18-15, répétez. J'ai tout de suite appelé le contrôleur à la radio. Nous avons vu quelque chose, comme une grosse explosion. Et tout de suite, j'ai su qu'il était arrivé quelque chose. L'écho du vol kazakh et celui du saoudien disparaissent simultanément de l'écran radar de Vicky Duta. J'ai regardé de nouveau l'écran, pensant voir les deux échos, mais j'avais beau regarder le balayage. Ils avaient disparu. Ensuite, on a entendu le contrôleur appeler le Saudi Airlines et l'Ilyushin. Saudi 763. Aucune réponse. C'était terrifiant, forcément. Pour un contrôleur aérien, le pire des cauchemars est de voir disparaître un avion de son écran radar. Là, il s'agit de deux appareils.
Incontestablement, quelque chose d'épouvantable vient d'arriver dans le ciel de New Delhi. Kazakh 1907, donnez votre position. Saoudi 763. Au total, les deux appareils transportaient 349 personnes. Kazakh 1907, donnez votre position. J'ai appelé une ou deux fois les vols kazakhs et saoudis. Saoudi 763. Je ne savais plus combien j'avais d'enfants, où était ma femme et qui étaient mes parents. Dans les secondes suivantes, l'équipage américain en approche confirme la tragédie. Delhi, ici 18-15. Oui, 18-15. Vous avez vu quoi? Deux feux distincts au sol. Deux feux au sol. Confirmé. 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 Reçu. Quand mon supérieur est arrivé, je lui ai dit qu'un accident venait de se produire. J'ai aussi prévenu les équipes de recherche et de sauvetage que l'avion s'était crashé à 40 nautiques à l'ouest de Delhi. Deux avions sont tombés au-dessus de Sharkey Dadri. Sharkey Dadri est une petite ville, située à 65 km à l'ouest de New Delhi. Les champs de céréales et de moutarde, la spécialité locale, sont la proie des flammes. Partout, des milliers de débris de carlingues jonchent le sol. उस टाइम मैं चरपाई पर लेटा हुआ था और अचानक एक हवाई जहाज एयरप्लेन वहाँ से गुजर रहा था ऊपर कर फिर वो गांव के ऊपर आ रही थी गांव में पूरा भय का वातावरण होगा किसी को मान ले वो बाहर निकलने लगे कहीं ऊपर पड़ जाए तो उसका एक हिस्सा टूटा इंजन टूटने के बाद उसने ऐसे ड्रॉप किए J'ai entendu dire qu'il y avait eu une collision en plein ciel. Apparemment, un Boeing était impliqué. Qu'est-ce que j'attendais pour y aller? J'ai ressenti une montée d'adrénaline terrible parce que j'étais nouveau dans le métier et que cette histoire était une chance à saisir. Vishnu Som est reporter à la télévision de New Delhi. Il est un des premiers arrivés sur les lieux du crash en pleine nuit. Nous avons garé notre voiture sur le côté de la route et c'était peu éclairé. Je veux dire qu'il n'y avait qu'un petit clair de lune. Avec son caméraman, ils vont tourner les premières images du drame. Éteins le flash. Il ne faut pas attirer l'attention. La police a certainement dû boucler la zone. J'ai commencé à marcher et je me suis dit que c'était un terrain en friche parce que rien ne pouvait pousser là-dedans. Il n'y avait que du sable. Et il faisait tellement noir, notre seul repère visuel, c'était la lune. On a continué à marcher un bon moment, et tout à coup, j'ai vu des morceaux de l'épave. Il y avait des petits amoncellements de débris tout autour de moi. Mais comme je n'avais pas de lumière, je ne pouvais pas savoir ce que c'était. Et puis je me suis arrêté. Quelque chose de trop terrible s'était passé là. Allume le flash. Allume le flash. Là, j'ai compris que les amoncellements autour de moi étaient composés de débris d'avion et de morceaux de corps humain. J'ai vu un arbre à environ 5 mètres sur ma droite. Il y avait un corps calciné accroché dans ses branches. Et cette image revient sans cesse et continue de me hanter après toutes ces années. Le jour se lève sur un paysage de désolation. Il faut se rendre à l'évidence, aucun passager des deux avions n'a survécu. Au total, on compte 349 victimes. La nouvelle a une répercussion mondiale. C'est la collision en plein ciel la plus meurtrière de tous les temps. What remains clear is that there was more than one set of factors that might have resulted in the collision. Nous avons deux champs distincts de débris. Le commandant KPS Nahir est un des premiers enquêteurs arrivés sur le site.
J'étais sidéré, horrifié. Je ne peux pas l'expliquer, car je n'avais jamais vu quelque chose comme ça auparavant. C'est quelque chose que je ne peux vraiment pas expliquer. Les carlingues des deux avions sont tombés à 7 km l'une de l'autre. Du coup, les enquêteurs ont 2 sites à examiner, même si d'emblée, ils savent que l'origine de l'accident se résume à une seule cause, une collision en plein vol. Ce n'est pas comme si un seul avion était tombé quelque part. Là, 2 gros avions se sont percutés en plein ciel. Ça multiplie forcément les causes. Comment 2 avions censés voler à 1000 pieds d'écart, plus de 300 mètres, ont-ils pu entrer en collision? 3 hypothèses sont envisagées. Une erreur du contrôle aérien, une erreur de l'un des équipages ou une défaillance technique à bord d'un des 2 avions. L'espoir des enquêteurs repose sur l'analyse des débris. Et surtout, sur le contenu des 2 boîtes noires qui enregistrent les conversations dans le cockpit, ainsi que plusieurs centaines de paramètres de chaque appareil. Les 2 boîtes noires des 2 appareils sont retrouvées dans les heures suivantes, apparemment en bon état malgré une exposition prolongée aux flammes de l'incendie. Mais l'extraction et l'interprétation des données vont prendre plusieurs semaines. En attendant, les enquêteurs vont devoir travailler avec ce dont ils disposent. Dans un premier temps, ils se rabattent sur le seul enregistrement disponible, celui des échanges radio entre les avions et le contrôle d'approche. Dans ce cas précis, la seule pièce que nous détenions, c'était la transcription des échanges radio avec le contrôle. À bord des avions, les pilotes ne disposent pas de radars embarqués leur permettant de connaître la position des autres appareils autour d'eux. Ça, c'est le rôle du contrôleur aérien. Vicky Douta aurait-il commis une erreur à l'origine de la plus grande collision en vol de l'histoire de l'aviation? Ça a été terrible. Les médias cherchaient le scandale. J'ai dû leur dire, vous savez, moi je n'y suis pour rien. Bonjour, je suis Vicky Douta. Désolé de vous avoir fait attendre. Asseyez-vous. Le contrôleur subit un premier interrogatoire très serré de la part des enquêteurs. Le trafic était dense? C'est toujours dense le soir. L'aéroport est équipé d'un radar d'ancienne génération, n'affichant pas l'altitude des avions sur l'écran des contrôleurs. L'altitude est donc inscrite manuellement sur un papier appelé un strip, actualisé en permanence et transmis de contrôleur en contrôleur. Nous n'avions pas d'informations sur l'altitude. C'était les pilotes qui devaient nous la transmettre. Kazakh 1907. Nous atteignons le 150. La seule altitude connue des contrôleurs aériens est celle transmise par les pilotes. Ce sont vos strips? Oui, monsieur. Celui-ci concerne le vol kazakh et celui-là le saoudi. Les enquêteurs constatent que Vicky Douta gérait 5 appareils au moment de l'accident. Parmi eux, le vol saoudien et le vol kazakh, qui volaient sur la même route aérienne dans des directions opposées. Les avions peuvent arriver ou partir de l'aéroport par 4 voies d'accès distinctes. Au contrôleur, la responsabilité de répartir le trafic. Sauf que, à Indira Gandhi, il y a également de nombreux vols militaires, qui en fait occupent 3 des 4 couloirs d'accès. Résultat, tous les vols commerciaux utilisent le même couloir et doivent respecter des règles très strictes de séparation entre les avions. La distance verticale réglementaire entre 2 avions est de 1000 pieds au minimum. Outre les problèmes de collision, la séparation est également importante pour éviter les turbulences de sillage se formant derrière chaque appareil, et dans certains cas, très dangereuses, notamment derrière les gros porteurs. Reçu, maintenez 140, tenez-vous prêt pour monter. Vicky Douta était persuadée que les 2 avions volaient à 1000 pieds d'écart en altitude avant de se croiser. Une procédure que le contrôleur appliquait des dizaines de fois chaque jour. Mais visiblement, ce 12 novembre 1996, un des 2 avions n'était pas là où il aurait dû être.
Les enquêteurs commencent d'abord par suspecter le contrôleur d'avoir commis une erreur. Rapidement, la transcription des échanges radio entre le contrôle et les avions disculpe Vicky Duta. Il a bien donné aux équipages les bonnes instructions. Mais son radar n'affichant pas l'altitude, il n'avait aucun moyen de vérifier si ces instructions étaient bien suivies. Mis hors de cause, Vicky Duta peut rentrer chez lui. Et même 3 jours plus tard, reprendre son travail. Quand ma famille et mes proches ont appris que j'étais hors de cause, ils ont été soulagés. Ils savaient bien que j'étais quelqu'un de confiance. Toujours dans l'attente du contenu des boîtes noires, les enquêteurs retournent sur les lieux du crash à la recherche de nouveaux indices, notamment au niveau des tableaux de bord. Normalement, l'altimètre aurait dû s'arrêter au moment où l'accident s'est produit. Et nous voulions savoir quelle était l'altitude affichée au moment de la collision. Et sous la violence de l'impact, le cockpit du 747 saoudien s'est carrément enterré profondément dans le sol. Un morceau du nez de l'avion saoudien était enfoncé dans la terre jusqu'à environ 10 ou 12 mètres de profondeur. La pointe du nez était enfoncée encore plus bas. Et il a fallu faire venir des pelleteuses pour creuser le sol et remonter le cockpit saoudien. Les altimètres de l'appareil kazakh sont plus faciles à retrouver, car le poste de pilotage a subi moins de dégâts. Ils peuvent révéler des indices importants pour connaître l'altitude de l'avion au moment de la collision. Mais dès leur récupération, les enquêteurs constatent un étrange phénomène. À bord de l'Ilyushin 76, l'altimètre du commandant de bord n'indiquait pas la même altitude que celui du copilote. Il y avait environ 300 pieds de différence entre les deux. Étrange. Est-ce que les deux altimètres aux indications différentes ont pu perturber l'équipage? En même temps, la violence du choc a aussi pu déplacer les aiguilles. Pour l'instant, les enquêteurs sont dans le doute. Principalement là et là, aussi près que possible. Une chose est certaine, un des deux avions n'était pas à la bonne altitude. Les enquêteurs s'intéressent alors à la disposition au sol des débris. Elle est riche d'enseignements pour répondre à une question cruciale. Quel était l'angle entre les deux trajectoires des avions au moment de la collision? Les champs de débris des deux appareils ont été retrouvés à plusieurs kilomètres de distance. Mais l'arrière du 747 saoudien se situe au tout début de la zone du crash. Conclusion, la queue de l'appareil s'est vraisemblablement détachée en premier du fuselage. Les points d'impact de la collision entre les deux avions se situaient entre la queue de l'Ilyushin 76 et le milieu du fuselage du Boeing 747 saoudien. Visiblement, la queue de l'Ilyushin kazakh a percuté l'aile gauche du 747 saoudien. Preuve qu'il volait bien à la même altitude. En théorie, l'Ilyushin aurait dû se trouver 1000 pieds plus haut. Cet élément est une des pièces du puzzle. Et pour l'instant, il n'indique pas pourquoi l'Ilyushin était trop bas. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'après la collision, les deux équipages n'avaient plus aucune chance de sauver leur appareil. Non seulement l'Ilyushin a percuté l'aile du 747, mais en plus, il a arraché un gros morceau plus de 5,5 mètres de la gouverne de profondeur, rendant l'avion impossible à piloter. Le résultat est que l'avion rentre dans une vrille incontrôlable.
Et dans ce cas particulier, je dirais que les deux avions se sont retrouvés dans la même situation. Les enquêteurs ont avancé d'un pas. Ils connaissent maintenant les conditions et les conséquences de la collision en plein ciel. Reste à répondre à la question clé. Pourquoi l'Ilyushin 76 était-il 1000 pieds plus bas, quelques 300 mètres en dessous de son altitude assignée? 2 semaines après l'accident, l'équipe d'enquêteurs reçoit le renfort du capitaine Ashok Verma. À ce moment-là, les opérations pour déterrer le cockpit saoudien étaient terminées. On avait récupéré tous les éléments récupérables. Mais malheureusement, les instruments retrouvés dans le poste du 747 n'ont apporté aucun élément nouveau. La plupart ont été détruits par la violence de l'impact avec le sol. Je ne peux rien en tirer. C'est trop abîmé. Je suis d'accord. Regarde ça. On avait du mal à trouver quelque chose. Les enquêteurs ont passé les débris au crible et ils savent qu'ils n'apprendront rien de plus. Dorénavant, leur dernier espoir réside dans le contenu des boîtes noires. Elles seules peuvent encore leur permettre d'établir toute la vérité. Et notamment de déterminer lequel des deux avions était en tort. Lequel ne volait pas à l'altitude qui lui était assignée. Remonte au 150 parce qu'on est au 140. Là! 3 mois vont s'écouler où la tension va se mêler à l'impatience. Les boîtes noires vont-elles enfin parler? Tous les espoirs sont permis, mais rien n'est certain. Pour éviter toute contestation, les enregistreurs du 747 saoudien sont envoyés en Grande-Bretagne et sont étudiés par les spécialistes de l'AAIB, le Bureau britannique d'enquête sur les accidents aériens. Il était essentiel que les enregistrements soient analysés en toute neutralité. Chaque avion de ligne est équipé de 2 boîtes noires. L'une enregistre les sons dans le cockpit, l'autre plusieurs centaines de paramètres du vol. Cet enregistreur des données de vol conserve notamment en mémoire la vitesse, le cap, l'altitude et les actions des pilotes sur les commandes. L'autre boîte noire fonctionne comme un magnétophone et enregistre tous les bruits du poste, y compris les conversations entre les pilotes. Bonjour. Enfin, les enquêteurs ont accès aux enregistrements des 2 boîtes noires. Ils vont alors essayer de reconstruire la chronologie des faits. Peter Shepard est directeur de la section enregistrement au Bureau britannique d'enquête sur les accidents aériens. Il va travailler en remontant le temps à partir du moment de l'impact. Le point d'impact est bien déterminé par les changements brutaux enregistrés dans les paramètres des 2 avions. Si nous prenons ce point d'impact comme point de départ initial, nous pouvons alors remonter dans la chronologie de chaque avion, puis reconstruire une base temporelle commune. L'équipe de Shepard se concentre dans un premier temps sur le 747 saoudien. Saoudi 763, on approche du 140. Reçu. Maintenez 140. Tenez-vous prêt. Saoudi 763, on maintient le 140. L'enregistrement du poste est limpide. L'équipage a reçu des instructions claires du contrôle et il les a visiblement comprises. Le contrôleur leur a demandé de voler à 14 000 pieds. Ils n'ont pas contesté et encore moins demandé à monter plus haut, là où se trouvait l'Ilyushin 76 de Kazakhstan Airlines. Par sécurité, Peter Shepard vérifie sur l'enregistreur des données de vol que l'altitude s'est bien maintenue à 14 000 pieds, comme demandé par le contrôle. L'enregistreur de l'avion saoudien nous a confirmé que l'altitude était normale à l'issue de la montée. Le 747 s'est donc bel et bien stabilisé en palier à 14 000 pieds, une altitude où il était censé être en sécurité.
Il est monté à l'altitude assignée de 14 000 pieds et a continué à voler à ce niveau. Les pilotes saoudiens ont suivi méticuleusement les instructions du contrôle aérien, ce qui est d'ailleurs confirmé par leurs échanges radio avec le contrôleur. Le contrôleur aérien voulait organiser le croisement des deux avions volant dans des directions opposées avec une séparation verticale de 1000 pieds. Donc si le 747 saoudien était à son niveau de vol, c'est forcément l'avion kazakh qui n'était pas à la bonne altitude. Et de fait, à travers les enregistrements, les enquêteurs découvrent que l'Ilyushin était bien en dessous des 15 000 pieds assignés. Quelques secondes avant la collision, l'avion kazakh volait à 14 100 pieds, presque 900 pieds en dessous de son altitude normale, et à moins de 30 mètres de celle du 747 saoudien. Et fait aggravant, les deux avions se faisaient face. L'équipage kazakh a continué sa descente au-delà de l'altitude autorisée, et qui était à 15 000 pieds. Pourquoi l'Ilyushin a-t-il dérivé de sa trajectoire initiale? Kazakh 10-907, donnez votre position. Pour se défendre, Kazakhstan Airlines se présente une théorie aux enquêteurs. La défense de la compagnie reposait principalement sur la présence de turbulences. Une forte turbulence a-t-elle fait perdre involontairement de l'altitude à l'appareil? L'enregistreur de paramètres de l'Ilyushin indique un vol mouvementé. À 2 reprises, l'avion a perdu brutalement de l'altitude, jusqu'à 500 pieds d'un coup. Preuve pour la compagnie aérienne de la présence de turbulences. Mais Peter Shepard n'est pas convaincu. Quand nous avons constaté ces chutes brutales de 250-500 pieds, notre première réaction a été de nous dire que ça ne collait pas. Un écart aussi brutal de 250 à 500 pieds, c'est au-delà de ce qu'un avion actuel peut structurellement supporter. Alors, qu'est-ce qui a pu causer une chute aussi rapide? L'enquêteur anglais sait qu'il y a forcément une explication au phénomène. Nous avons essayé de comprendre les inexactitudes de l'enregistrement kazakh en les comparant avec d'autres paramètres de l'enregistrement, à partir desquels on pouvait essayer de définir une altitude. Ce sont des calculs très complexes à réaliser, mais très enrichissants. Car Peter Shepard découvre qu'en fait, l'avion était sur une pente régulière de descente. Quant aux 2 chutes brutales enregistrées, elles sont le fait d'un capteur défectueux. Il transmettait à la boîte noire des informations d'altitude par à-coup. Une interruption de quelques secondes pouvait se traduire par une chute brutale de 500 pieds. C'est comme s'il y avait eu un peu de colle qui, par moments, bloquait le capteur. À chaque fois qu'il se débloquait, il affichait un saut dans l'enregistrement de l'altitude avant qu'il ne se bloque de nouveau. Pour les enquêteurs, la conclusion est claire. Les turbulences n'ont rien à voir avec les causes de l'accident. Il n'y a donc pas eu de descente brutale? En étudiant les registres de la maintenance, ils s'aperçoivent également que les altimètres de l'Ilyushin étaient en parfait état de fonctionnement. La différence de 300 pieds entre l'altimètre du commandant et celui du copilote était une conséquence du choc, et non une cause du crash. Reste à comprendre pourquoi l'avion descendait alors que le contrôle lui avait demandé de se maintenir en palier à 15 000 pieds. Les enquêteurs se replongent dans l'enregistrement des conversations du poste, 30 minutes avant l'accident, à un moment où tout paraît normal. Kazakh 10-907, rappelé au niveau 150. On quitte le 240, Kazakh 10-907. Comme souvent sur les avions russes de cette génération, l'équipage est composé de 3 hommes, 2 pilotes et un 3e homme en charge, entre autres, de la radio. Sur ce vol, c'était le rôle de Egor Rep. C'est lui qui gérait toutes les communications radio. Reçu. Delhi approche unité 27,9. Unité 27,9, au revoir, Kazakh 10-907. Alors que l'Ilyushin entame sa descente sur New Delhi,
Egon Rep contacte le contrôleur de l'approche, Vicky Duta. Delhi approche, bonsoir, Kazakh 10907. En descente du 230 pour le 180. J'ai dit au Kazakh de descendre et de maintenir le niveau de vol à 150, ce qui correspond à 15 000 pieds. Reçu, Kazakh 1907. Descendez niveau de vol 150, rappelé en palier. Une différence d'altitude de 1000 pieds, c'est suffisant pour assurer la sécurité de 2 appareils. Kazakh 10907. Nous atteignons le 150. L'opérateur radio kazakh a déclaré à un moment avoir atteint le niveau 150. Nous sommes 1 minute avant la collision. À cet instant, l'Ilyushin 76 vole à la bonne altitude, à 1000 pieds au-dessus du 747 saoudien. Mais au lieu de se maintenir en palier, l'appareil va poursuivre sa descente. C'est là que les problèmes commencent. En comparant les paramètres enregistrés du vol avec les échanges dans le cockpit, les enquêteurs font une découverte intéressante. Kazakh 10907. Nous atteignons le 150. Alors qu'Egon Rep annonce 15 000 pieds, l'avion est encore en réalité 1000 pieds plus haut, à 16 000 pieds. Cette incohérence est troublante pour les enquêteurs. Comment Egon Rep a-t-il pu commettre une erreur aussi importante? L'ergonomie du poste de pilotage de l'Ilyushin serait-elle en cause? Un opérateur radio ne dispose pas de son propre altimètre. Il y a 2 altimètres situés sur le tableau de bord, un devant chaque pilote. Mais en faisant un petit effort, l'opérateur radio peut les voir tous les 2. Une autre hypothèse pourrait être une erreur de calage barométrique. Un altimètre fonctionne en mesurant la pression atmosphérique de l'endroit où il se trouve. En s'élevant dans les airs, cette pression diminue. L'écart entre la pression au sol et la pression en l'air permet de calculer l'altitude. Mais encore faut-il connaître la pression au sol, qui, elle, varie selon les conditions atmosphériques. Les pilotes affichent donc sur leur altimètre la pression au sol communiquée par le contrôle aérien. Une erreur sur la pression au sol entraîne évidemment une erreur dans le calcul de l'altitude. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. Egon Rep se trompe de 1000 pieds et il est le seul à être en contact avec le contrôleur. Et alors que la consigne est de maintenir 15 000 pieds, l'avion continue lentement à descendre. Vicky Duta lui signale pourtant la présence à proximité du 747 saoudien. Trafic identifié à 12 heures, réciproque à 10 nautiques. Boeing saoudien 747, probable croisement dans 5 nautiques. Rappelez trafic en vue. Le message est clair. Les Kazakhs savent qu'ils vont croiser l'avion saoudien. Devant? Oui, devant. Dans les secondes précédant la collision, soudain, Egon Rep semble réaliser que l'avion est descendu trop bas. Garde le 150, ne descends pas. Accélère, Sanya! Et cette courte discussion est confirmée par les enregistrements des paramètres de vol. Au moment du crash, l'Ilyushin cherchait à reprendre de l'altitude. Remonte au 150 parce qu'on est au 140. Là! Les faits sont donc à peu près établis. Mais les enquêteurs ne savent toujours pas pourquoi l'avion kazakh est descendu si bas. Après avoir exclu l'hypothèse d'une erreur du contrôleur, celle d'une défaillance mécanique, il ne reste plus qu'à creuser l'analyse en détail des comportements humains pendant un vol. Le Kazakhstan est une ancienne république de l'Union soviétique devenue en 1991 un État indépendant. La compagnie aérienne kazakh est assez bien connue à New Delhi. On avait toujours l'impression que c'était une petite compagnie de vol de nuit spécialisée dans les vols charters et qu'ils ne respectaient pas forcément les consignes de l'aviation occidentale moderne. Nous avons vérifié leur connaissance de la langue anglaise. Les équipages de l'Union soviétique passent des examens en anglais, mais ils ne le parlent pas couramment.
L'enquêteur écoute une nouvelle fois l'enregistrement des conversations entre les 3 hommes du poste. Il cherche un indice, trahissant une mauvaise compréhension des instructions données en anglais. Combien de nautiques? Le trafic est à 8 nautiques au niveau 140. Les pilotes kazakhs ont-ils confondu leur propre altitude avec celle qui était affectée à l'avion saoudien? Reporté à 8 nautiques. En tout cas, l'enquêteur indien trouve que les membres de l'équipage communiquent très mal entre eux. Egon Rep avait en charge des communications radio, mais rien n'indique dans les échanges que les 2 pilotes tenaient compte de ces instructions. Commande de réchauffe-moteur sur On. Le commandant et le copilote semblent surtout concentrés sur la procédure d'atterrissage. Seul Egon Rep se préoccupe de l'altitude. Infotrafic reçu 1907. C'est une pratique courante que le briefing d'atterrissage soit effectué avant de commencer la descente, afin que l'ensemble de l'équipage puisse prêter toute son attention à la radio. Seul l'opérateur radio semble avoir compris que l'avion saoudien volait à 14 000 pieds. Les enquêteurs suspectent une confusion du copilote. Il a pu croire que 14 000 pieds était leur altitude assignée et en conséquence poursuivre la descente. Maintiens le niveau. Quel niveau on nous a donné? Cette question du commandant de bord trahit une certaine confusion. Je pense que les pilotes n'ont pas suffisamment prêté attention à l'altitude et qu'ils se sont trop reposés sur l'opérateur radio pour guider l'avion dans cette phase critique. La dernière décision des pilotes fut de reprendre de l'altitude et de mettre plein gaz. Garde le 150, ne descends pas. Accélère, Sanya! Remonte au 150 parce qu'on est au 140. Là! Le rapport d'enquête final incrimine l'équipage de l'avion kazakh, qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Bilan, 349 victimes. Le rapport d'enquête a conclu que la principale cause de cette collision aérienne était le non-respect de l'altitude assignée à l'avion kazakh. Les enquêteurs ont réussi à élucider à peu près les circonstances de la plus meurtrière des collisions aériennes. Ils en tirent aussi des conclusions et des propositions pour améliorer la sécurité de l'aéroport Indira Gandhi. Car les technologies qui auraient pu éviter cet accident existaient déjà à l'époque, y compris en Inde. Les enquêteurs sont particulièrement critiques sur le radar utilisé à l'aéroport de New Delhi au moment des faits. À cette époque, les contrôleurs aériens se reposaient sur une technologie plutôt dépassée. Il n'y avait pas de radar secondaire disponible à l'aéroport de New Delhi. Il n'y avait qu'un vieux radar primaire. Un radar primaire est, disons, un radar de base. Il émet un signal qui va se réfléchir sur la carlingue de l'avion et revenir sous la forme d'un écho. Détecté par l'antenne radar, cet écho va permettre de connaître la position de l'avion, mais pas son altitude. Le radar primaire donne une image en 2 dimensions. Le radar secondaire est plus sophistiqué. Un transpondeur à bord de l'avion permet de coder l'écho et d'afficher des informations de base, vitesse, altitude et identification. Saudi 763, nous approchons le niveau 100. Reçu. Montée niveau 140. Le jour de la collision, Vicky Dutta, le contrôleur, ne disposait d'aucune indication fiable sur l'altitude des avions. Il avait juste les altitudes transmises par les pilotes. Kazakh 1907. Nous atteignons le 150. L'Ilyushin kazakh affirmait voler à 15 000 pieds, mais le contrôleur n'avait aucun moyen de vérifier. S'il avait disposé d'un radar secondaire, il aurait vu l'altitude réelle de l'avion et aurait pu éviter la catastrophe. Là, on a une image en 3D. On a donc le temps de réagir et de corriger la trajectoire d'un avion. Au moment de l'accident, l'Inde avait commandé pour l'aéroport de New Delhi un radar secondaire
et des équipements modernes de communication et de navigation pour un coût de 90 millions d'euros. Leur mise en service était prévue 2 semaines avant l'accident. Malheureusement, le jour du crash, les équipements étaient encore dans leur carton. Le radar secondaire est plus perfectionné que le radar primaire. Et dans ce cas particulier, il aurait permis d'avoir des informations sur l'altitude et il aurait été possible d'éviter un accident de ce genre. L'année suivante, à 3 reprises, des collisions en plein vol ont été évitées de justesse à l'aéroport Indira Gandhi. Et il faudra encore attendre 2 longues années avant l'installation définitive du radar secondaire. Aujourd'hui, les contrôleurs indiens travaillent comme n'importe quel contrôleur, avec le numéro de vol, le cap, la vitesse et l'altitude de l'avion. Beaucoup plus d'informations que celles dont disposait Vicky Dutta le jour du drame. Et puis, il existe une autre technologie qui aurait pu également éviter l'accident. Le TICAS, une alarme anti-collision. Le TICAS est un système générant des avertissements et déclenchant des alarmes. Il permet de réagir rapidement en attirant l'attention de l'équipage sur leur position et la présence d'un autre appareil à proximité. Le TICAS est aujourd'hui obligatoire à bord de la majorité des avions de ligne. C'est un système permettant de détecter la présence d'un autre avion sur la même trajectoire. Il alerte les pilotes du danger et leur donne même la marche à suivre, soit monter, soit descendre pour éviter la collision. Aucun des 2 appareils n'était équipé de TICAS. Autre amélioration, les autorités aéronautiques indiennes ont redessiné les couloirs d'accès à l'aéroport Indira Gandhi. À l'époque de l'accident, un seul couloir était réservé au trafic commercial pour gérer les atterrissages et les décollages. Un couloir beaucoup trop encombré pour assurer une sécurité parfaite. À la suite du drame, de nouveaux couloirs ont été créés pour absorber le trafic commercial. De manière générale, les normes de sécurité se sont améliorées. L'intérêt pour la sécurité a augmenté. Une technologie obsolète et une mauvaise communication sont les causes principales de cet accident. Mais comme d'habitude, c'est une conjonction de causes diverses et variées qui ont mené au drame. En y repensant, les personnes qui se sont croisées dans le ciel cette nuit-là ont joué de malchance. Parce qu'au bout du compte, il y avait une chance sur 1 million pour que ça arrive. Bien sûr, certaines choses auraient pu aider, comme le système de radar anti-collision. Je pense que nous continuons à faire des progrès dans ce domaine. Je ne suis pas inquiet pour l'aviation. C'est une question de destin, je ne sais pas. Pour nous, heureusement que nous n'avons pas eu 5 minutes d'avance. Ça, c'est sûr. Vicky Dutta a poursuivi sa carrière de contrôleur aérien. Aujourd'hui, il enseigne les règles de son métier aux étudiants indiens, eux-mêmes futurs contrôleurs aériens. Maintenant, je suis chef instructeur et j'enseigne le contrôle aérien. Je suis passionné par mon travail. Je l'adore vraiment. Vicky Dutta, un temps suspecté d'être à l'origine de la collision, fut en fin de compte un des acteurs importants des changements survenus à New Delhi. L'aéroport Indira Gandhi aujourd'hui accueille plus de 20 millions de passagers par an. Et depuis l'installation du radar secondaire et l'ouverture de nouveaux couloirs aériens, aucun accident grave, ni même incident sérieux n'ont été enregistrés.